Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le monde, disons-le, assez intense de la toxicologie d'urgence. C'est vraiment là où la chimie et la médecine se livrent une course contre la montre pour sauver des vies. Alors imaginez un peu la scène. Une personne arrive aux urgences, victime d'une intoxication. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais le temps est compté. La question c'est ça. Comment est-ce qu'on identifie un poison en quelques minutes à peine? C'est ici que tout commence. Le vrai défi, c'est d'isoler une substance toxique inconnue à partir d'un simple échantillon biologique. On parle d'une véritable enquête où chaque minute qui passe est absolument cruciale. Pour y arriver, les chimistes ont un plan d'action bien rodé, un peu comme des détectives. C'est une stratégie en deux temps, très simple sur le papier. D'abord, l'extraction, il faut séparer les substances potentiellement dangereuses du reste. Et ensuite, l'identification. C'est là qu'on va démasquer le coupable avec un test chimique. C'est la base de tout. On attaque avec la première étape, l'extraction, qui est fondamentale. L'idée, c'est d'être malin et d'utiliser les propriétés des molécules pour les trier, un peu comme un enquêteur qui trierait à l'épreuve sur une scène de crime pour y voir plus clair. Mais alors, comment ça marche? En fait, on va jouer sur l'acidité. En changeant le pH de la solution, on peut forcer certains composés à se dissoudre dans l'eau et d'autres, ils préféreront des solvants plus huileux. C'est une façon très astucieuse de diviser une longue liste de suspects en deux groupes beaucoup plus gérables. D'un côté les acides, de l'autre les basiques. Bon, maintenant qu'on a isolé ce premier groupe de substances, celles qui ont été extraites en milieu acide, l'interrogatoire peut commencer. Voyons un peu qui se cache là-dedans. Le premier suspect qu'on rencontre souvent dans ce groupe, ce sont les salicylés. C'est la famille de médicaments de l'aspirine, par exemple. Pour les repérer, on utilise un test bien spécifique, la réaction de Trinder. Et là, c'est presque magique. Si des salicylés sont dans l'échantillon, ils vont réagir avec un sel de fer et la solution va virer au pourpre. C'est l'aveu chimique, en quelque sorte. Cette couleur, c'est la preuve irréfutable de leur présence. On continue notre interrogatoire avec le suspect suivant sur la liste des acides, les barbituriques. Ce sont des sédatifs assez puissants. Alors, comment on les identifie, eux? Grâce à la réaction de Paris. Pour les barbituriques, le détail qui change tout, c'est la stabilité de la couleur. Quand on ajoute le réactif de Paris, on obtient une coloration violette qui ne disparaît pas, elle persiste. Et ça, c'est la signature qui nous dit « coupable ». L'enquête sur l'extrait acide est terminée. Il est temps pour nos détectives de se pencher sur le deuxième groupe, les substances qui, elles, ont été isolées dans un environnement basique. Dans ce nouveau groupe, un des premiers suspects qu'on recherche, ce sont les imipramines, qui sont une classe d'antidépresseurs. Pour les débusquer, le test de référence est celui avec le réactif de Forest. Cette réaction, elle est très parlante. Les imipramines se trahissent en donnant une coloration bleu-vert. Ce qui est intéressant, c'est que l'intensité de la couleur peut même nous donner une première idée de la quantité présente. Allez, dernier grand suspect de notre groupe basique, les phénothiazines, une famille d'antipsychotiques. Pour eux, le temps est un facteur clé et le test qu'on utilise est conçu pour être quasiment instantané. Et c'est vraiment la vitesse qui est déterminante ici. Le réactif FPN déclenche une réaction immédiate. Si une couleur rouge vif apparaît en moins de 10 secondes, le diagnostic est posé. On a affaire à des phénothiazines. Voilà, on a nos deux grands groupes de suspects, les acides et les basiques. Mais évidemment, ce serait trop simple. Certains poisons ne rentrent dans aucune de ces cases. Pour eux, il faut des méthodes d'enquête bien plus spécialisées. Prenez le paracétamol, par exemple. C'est un cas d'école. Pour le trouver, il faut d'abord le modifier chimiquement, le transformer en une autre molécule qu'on appelle un dérivé nitré. C'est seulement ce nouveau composé qui, une fois mis dans un milieu alcalin, va révéler sa présence en se colorant d'un jaune orangé très caractéristique. Pour les benzodiazépines, qui sont aussi des sédatifs, la méthode va dépendre de l'échantillon qu'on a. Si on travaille sur de l'urine, on va chercher à faire apparaître un anneau violet. Mais si on a du sang, l'approche est complètement différente. On sort un appareil, le spectrophotomètre, qui mesure comment la substance absorbe la lumière. C'est une autre façon de l'identifier. Alors, après toute cette enquête chimique menée à la vitesse de l'éclair, comment est-ce que tous ces indices colorés se transforment en une action concrète pour sauver une vie? Voici un petit récapitulatif de notre arsenal. Chaque couleur est un indice, une véritable signature chimique qui pointe directement vers un coupable. C'est cette palette de réactions qui permet aux toxicologues de poser un diagnostic rapide et surtout fiable. Et c'est là toute la beauté de la chose.
Une simple réaction colorée dans un tube à essai, ça peut paraître anodin, mais ça se transforme en une information vitale pour l'équipe médicale. Ça leur permet de choisir le bon antidote, le bon traitement et d'agir sans perdre une seconde. Tout ça nous amène à une question importante pour le futur. Le monde des substances toxiques, il évolue sans cesse avec de nouvelles drogues de synthèse. Comment cette boîte à outils du détective chimiste va-t-elle devoir s'adapter pour continuer à démasquer les poisons de demain? L'enquête, elle, ne s'arrête jamais.